de l'adaptation est juste sous le verre de... Oui, exact. Enfin, Ah ben, on en a deux. On en a deux. Alors, d'accord, de quoi? Mais alors, on en a deux. on est Non, généreux c'est ici. pas tout à fait... C'est pas tout à fait la même? C'est pas tout à fait la même chose. C'est la deuxième édition est revue, augmentée et corrigée. Donc il vaut mieux... Alors moi j'ai le mulet se vantant de sa généalogie. C'est vous qui avez choisi. Oh, celle-là peut-être... Non, je pense pas qu'elle ait changé, celle-là. Alors, allez-y. Vous donnez le premier vers en kabyle et moi je le traduis. Je donne votre adaptation en français. Il faut d'abord donner le titre lui-même. Ah bien sûr. Oui, bien sûr. Noblesse oblige. Donc, Noblesse oblige. Noblesse oblige. سيدي ونزدان أسردون يدخون جديثيس. Alors, c'est le mulet, donc, se vantant de sa généalogie. Oui, absolument. C'est le même titre que La Fontaine. excusez-moi si je l'ai copié sur La Fontaine. Mais non, vous êtes bien excusé. أسردون الشيخ يحسب مانيس ذا مرابض. Le mulet du Chir se prend lui-même pour un marabout. خاص ماذا نريد ثمن حد. Même si à pareille chose, personne ne prête foi. الهضور رئيس. أنا في ماس. Il ne parlait incessamment que de sa mère, ثاقمرتنا تاع عباس. la jument d'Aït Abbas. يماس سيفاكتي يماثين. Sa mère est la meilleure de toutes les mères. تروح غرزة تروح غرذين. Elle est allée par ici, elle est allée par là, سنة دكا تخدم هكا. a dit ceci, a fait cela, زور داك ثيمورا الجزائر تونس دمكة. a visité tous les pays, Alger, Tunis et la Mecque. مي سنتي كمار تيسميس مشهور. Le fils de la jument a un nom illustre. وريقبل الطبيبة فغيول. Il ne pourrait tolérer un médecin sur son dos. روح يا الزمان الميد غلي الأعداء. Va le temps jusqu'au jour où le malheur s'abat. ما يديو في ماني ساريا نكسر الناس ولا تبردة. Quand il se retrouve nu, délesté même de son bas, غير ما ينصر يتوقن دي لازم لا مرة. attaché au moulin dans le hameau perdu des Atlamara, لاز ثيثا المحنة ورد سجينا راه. la faim, les coups, la peine, rien ne lui est épargné. لا يتسرو لا يتنقي فميل في الغابة. Pleurant sans cesse et haletant comme un sanglier, يقيم لا يسوال عندها اللي ضبابا. il se prend à appeler « Où es-tu, mon père ?» هيا لهلا كيول. Ô pauvre, pauvre cœur meurtri, عندها اللي ضيا غيول. où es-tu, l'âne? المعنى نتقصد غير يجي يغتي لا فونتين. La morale de cette histoire, La Fontaine nous l'a laissée. هكا يقراو خلاق الوالدين اللي سيني اللان. Le Créateur a ainsi décidé. Les parents sont toujours deux. او راه الشبوط هذوك سردون نقيف. Prends garde de ressembler au mulet imbécile يران باباز ديال الريف. qui mit son père de côté. Voilà, très belle morale, hein. Parce que on va le retrouver tout le long de l'allée du sens, cette morale notamment. N'oubliez pas vos ancêtres. La morale est universelle et le culte des ancêtres est l'un des piliers principaux disons, du pays, de la nation. Les valeurs de la terre, ce sont les valeurs de fondement. Mais les cessent. C'est ça. On les retrouve. Alors on verra dans la prochaine émission. Hein, c'est ce qui fait d'ailleurs l'âme de vos romans et de vos nouvelles, c'est-à-dire la terre. Oui, la terre, le socle. Mais la terre presque au sens physico-chimique du terme. Oui. C'est celle-là. Matériel, celle où on enfonce. C'est évidemment, c'est d'abord être bien assis sur la terre, sur sa terre natale, hein, sur ce socle-là, et ensuite il y a cette terre immatérielle, je dirais, hein, qui sont effectivement ce que nous devons à nos ancêtres, la langue, la beauté du verbe, etc., nos traditions, notre culture. Et le meilleur moyen d'aimer ça, de s'aimer soi-même, c'est d'aimer cette terre et donc de rendre hommage à ceux, et de la respecter. À ceux qui l'ont faite, c'est-à-dire les générations et les générations qui sont succédées. Et au départ, les 12, les ancêtres. Alors, justement, les ancêtres, je dirais presque, redoublent de férocité, comme le disait si bien Kateb Yassine.
L'allée du sang. Alors, vous avez décidé d'écrire une tragédie, c'est une tragédie en 6 actes, hein, qui a pour théâtre 2 hameaux en Kabylie et 2 familles. On retrouve là un petit peu la tragédie grecque. Hein, 2 familles qui vont, vous allez nous raconter cela, à partir d'un incident, d'une algarade, à partir d'un incident banal, vraiment banal, pendant des années, pratiquement près d'un demi-siècle, les familles vont s'entretuer et elles vont se décimer. Elles vont se décimer et c'est une... disons que ma famille ou les gens qui m'étaient proches, enfin, disons le groupe de famille, mon groupe de famille était plus ou moins partie prenante du drame. Vous m'avez dit que c'était à partir d'une histoire plus ou moins vraie. Ah, c'est une histoire vraie. Totalement vraie. C'est une histoire vraie. Peut-être y a-t-il quand même un certain nombre de choses qui sont romancées. Oui. Nécessairement, il faut laisser quand même à l'imaginaire le soin d'ajouter quelque chose en général, pour embellir ou pour souligner quelque chose de particulier, forcer le trait. De certains mais le fond est vrai, l'histoire est réelle. Alors ça commence, racontez-nous comment... Et donc, non, l'histoire est toute bête, et il faut bien se retremper, et c'est ce que j'essaye de faire, non pas dans une sorte de nostalgie, c'est absolument pas ça. J'insiste bien sur le fait que le monde avance, il ne sert à rien d'être nostalgique. Par contre, essayons de garder quand même quelques-uns de ces piliers, même au siècle d'Internet et du portable, avec tout ce qu'on veut. Et donc, il faut bien se représenter ce terroir vivant en vase clos. Il y avait une route que ne sillonnaient pas les voitures. Il n'y avait pas toutes ces voitures qui sillonnent les routes, en particulier les week-ends. Ça n'existait pas. D'abord, n'existait pas les voitures chez les indigènes, et les indigènes avec résidence secondaire. Enfin, bref, on sait tout cela, ce n'est pas la peine d'y revenir. Et donc, il faut se replonger dans cette Kabylie où la terre est la chose fondamentale, où le lopin de terre est sacré. Et à partir de là, on peut considérer que n'importe quel petit geste de rien du tout constitue une violation de cette terre, et à partir de là, évidemment, entraîner des réactions qui sont incompréhensibles en 2006. Oui. Elles sont aberrantes, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Cette époque où commence votre allée du sang, c'est le début du XXe siècle, pratiquement. C'est ça, aux alentours des années 20, peut-être un petit peu plus tard. Je devais pas tarder à arriver moi-même au monde. Et donc il y a un garçon bien élevé par définition, car les garçons kabyles, les garçons kabyles vivant donc en Kabylie étaient par définition bien élevés, parce que la règle était de respecter, un enfant il respecte tout, il respecte bien évidemment ses parents, mais il respecte tout le monde, comme si tout le monde était ses parents. Et donc ce garçon respectueux traverse un champ où il y a une allée que les gens sont autorisés à traverser. Et pourquoi on laisse les gens traverser, les gens qui viennent d'autres villages? Justement, pour que ces gens-là n'aient pas à traverser le village. Oui, je comprends. Et pouvoir, ne serait-ce que par le regard, incidemment, donner l'impression qu'on manque de respect, etc. Voilà. Donc,
on contourne le village par... il vient d'un village à côté, il contourne, il Donc suit. c'est une tolérance. Et c'est une tolérance avec ses règles. Alors Tu voilà, ne- c'est là où... Tu ne fais que passer. Et si d'aventure tu passes avec un âne, euh, les ânes, les ânes ordinaires, les ânes lambda, n'avaient pas de mort en Kabylie. Ils allaient la tête libre. La tête libre, et quand un âne a la tête libre, il peut à droite ou à gauche happer un peu d'orge ou un peu de blé ou n'importe quoi. Et donc, la règle était qu'un âne devait être tenu, pas par le bord, puisqu'il n'en existait pas, il n'en avait pas on n'en était pas riche pour Oui, c'est cher. s'offrir un mort à un âne, et donc mettre une corde et le tenir, C'est ça. de façon à le surveiller. De toute façon, il était sous votre responsabilité. Voilà. Donc, or, ce garçon, je le répète encore, tout à fait bien élevé, laissait aller son âne qui était âne docile, comme si l'âne lui-même connaissait la règle. Il allait de son pas vers la sortie, vers la fin du chemin. Et puis, quand à un moment donné arrive le méchant, Voilà. le méchant qui voit un âne qu'on ne tient pas Faute grave. par une faute grave. Bah oui. Faute grave, et évidemment, il s'en prend au garçon de 15 ans, l'autre c'est un homme de 30 ans, puissant, reconnu pour extrêmement violent et fort, et il se met évidemment à enguirlander de vertes façons le pauvre garçon, qui évidemment s'excuse partout. De toutes les façons, on lui dit je te jure que je le surveille, etc. Il s'excuse partout. Et puis l'autre, sa colère enfle et il devient grossier, il l'insulte. Le pauvre garçon lui dit pourquoi ne m'insulte pas, je n'ai rien fait de mal, etc. Bref, le bâton sort. Le bâton sort. Et les coups de bâton pleuvent sur le pauvre garçon qui tombe de son âne, il continue à recevoir des coups de bâton, et puis à la fin, il se croit mort, n'en pouvant plus, sans qu'il s'en rende même compte, Oui. la main tombe près de son pantalon, elle entre dans Acte de survie. dans la poche, et la poche, par malheur, il trouve le couteau qui lui sert habituellement à tailler ses flûtes dans les roseaux. Il sort le couteau, à l'aveugle, il lance la lame devant lui, et la lame atteint l'homme qui, brusquement, ne frappe plus, sidéré, et qui tombe. C'est le début de l'allée du sang. Et on va voir que, malheureusement, il va y avoir une cascade, de prolongements infinis. La haine, la vengeance qui va La haine, la vengeance, et puis à un moment donné, ce sont les sentiments qui se font la guerre par homme interposé. Peut-être qu'on ne se souvient plus Par de bagatelle. le pourquoi. Non, ça devient secondaire. Parce que tu as tué, je tue. Voilà. Tu as tué, je tue. Et puis il y a après la dette La de mort nerfs, d'un la dette côté, de sang, appelant la mort de l'autre. Voilà. Alors, avant de continuer sur l'allée du sang, chronique, événement. Comme annoncé au début de l'émission, 1994, vous allez voir ces trois événements qui n'ont strictement rien à voir les uns avec les autres. Alors évidemment, c'est des images d'archives. Alors, pardon aux téléspectatrices et téléspectateurs si parfois les images ne sont pas excellentes parce que ce sont des images d'archives. Voilà, merci. Événement. Alors, ici, 1994, eh bien, c'est la mort au volant du grand conducteur de Formule 1, Ayrton Senna. Oui. C'est Ayrton Senna da Silva de son vrai nom, brésilien, plusieurs fois champion du monde, très jeune, et qui était plus qu'un mythe, un demi-dieu au Brésil, qui a d'ailleurs, après son décès, lui a fait des funérailles nationales, comme si c'était un roi ou un président de la République. Alors, effectivement, il était au sommet de sa gloire, et là,
là, c'est au circuit de Molina en Italie où il va trouver la mort. D'ailleurs, le lendemain, un autre coureur de Formule 1 trouvera également la mort. Je crois qu'il s'appelait Berg ou quelque chose comme cela, qui trouvera également la mort sur ce circuit. Terrible circuit d'ailleurs, hein, qui a laissé un très mauvais souvenir pour les conducteurs de Formule 1. Vous voyez là les images eh bien, de ce terrible accident. Voilà, Ayrton Senna, grand conducteur de Formule 1, son principal, vous connaissiez son principal concurrent, c'était Alain Prost. Hein, ici, alors on passe totalement à autre chose. 1994, ce sont accords signés entre Shimon Peres et Yasser Arafat au Caire, exactement. Et c'était le 9 février 1995, un accord sur les questions de sécurité relatives à Gaza et à Jéricho, avec les contrôle des points de passage entre Gaza et l'Égypte d'une part, et Jéricho et la Jordanie. 1994-2006, ça fait... Eh bien, oui, exactement, 8 ans. 8 ans, et malheureusement, les choses n'ont pas encore... 12 ans. 12 ans, oui. 12 ans. Moi, je suis très mauvais en mathématiques. Oui. 12 ans, et hélas... Rien n'a encore changé. Rien n'a changé. Rien n'a je dirais même que les choses, hélas, ont tendance à s'aggraver, oui, tout à fait. Alors voilà, donc ce sont des accords qui étaient à l'époque comme Yasser Arafat est mort, Shimon Peres est toujours là. Toujours là. Hein. Alors, pensez la fameuse poignée de main avec le président égyptien. Hein. Pensez tous qu'effectivement, peut-être, un bout de lumière pour la paix. Là, drapeau irlandais. Eh oui, parce que en janvier 1994, après une crise politique au sein du gouvernement britannique, hein, et puis de nombreuses convulsions, ça y est, l'Iran annonce un cessez-le-feu unilatéral, grande première, et eh bien, les troupes anglaises décident de désoccuper Belfast et une partie de l'Ulster, signe évidemment peut-être d'une possibilité de relance pour les négociations pour la paix. On voit là les images à Belfast. Là aussi, malheureusement, il y a eu dans cette région du monde des allers et retours en arrière concernant la paix entre ces deux communautés protestantes et catholiques, c'est une guerre qui dure depuis presque la nuit des temps, depuis que l'Irlande, en fin de compte, l'Irlande actuelle est devenue indépendante. Et il y a toujours, de par le monde, des guerres. Malheureusement. En fait, on pourrait presque dire que la Deuxième Guerre mondiale ne s'est jamais arrêtée. Mais non. En fait, puisque très vite, il y a eu la Corée, l'Indochine, l'Algérie, le Vietnam, etc., le Moyen-Orient. Hein. Voilà. Donc, événements, malheureusement, pas toujours des événements très heureux. Mais c'est ça l'actualité. J'aurais bien voulu vous montrer. C'est ce, hélas, que l'on retient, parce qu'il frappe. Ils assènent des coups à l'imagination. 94, vous vous rappelez ce que vous étiez... À 94, c'était l'année où, normalement, je devais quitter mon service, prendre ma retraite. Et là, il y a eu un mouvement dans mon service de tous mes assistants qui m'ont demandé de rester encore une année supplémentaire. Donc il y a vous avez un beau souvenir, et j'ai accepté de rester une année supplémentaire, mais je ne suis pas resté plus, tout simplement parce que c'est une loi biologique. Il faut laisser la place à d'autres. Eh bien, vous-même, vous avez grande sagesse. Ah non, franchement, et je suis parti vraiment dans cet état d'esprit. On revient à l'allée du sang. Alors, rappel, l'allée du sang. Peut-il y avoir une transition entre laisser la place aux autres? Non, non, et l'allée du sang. N'y voyez pas là. Je n'en vois pas. N'y voyez pas là. Je n'en vois pas. Une transition. Alors, l'allée du sang, rappel, est paru aux éditions Casbah, et là, tout fraîchement, je dirais. Hein, quand on met le mot fraîche avec sang, c'est pas très heureux. Bon, mais il y a le sang frais, le sang chaud. Oui. Dans ce cas particulier, là, c'est plutôt le sang chaud. Ouais. Alors, traduction. C'est de l'humour noir. Alors, non, mais je crois qu'il faut quand même dire une chose.
c'est une, disons, ça aurait pu faire l'objet d'une nouvelle, par exemple, Ou même d'un roman. D'un roman. Et au départ, d'ailleurs, comme ça m'a, jusqu'à ces toutes dernières années, jusqu'aux premières années de l'indépendance, disons, les gens au village, dans les familles, n'en parlaient pas ouvertement. Ah oui, c'est encore tabou. Ah, c'était encore une plaie qui n'était pas cicatrisée et qui faisait encore mal. Elle ne risquait peut-être pas de ressaigner, mais elle faisait encore mal. Donc les gens n'en parlaient pas. Et j'ai gardé le souvenir de ce que me disait ma mère, la Rahma, de façon presque à la sauvette, à voix basse. À voix basse. Bon, évidemment, moi, ça m'a toujours marqué. Et quand je me suis dit, il faut absolument que j'écrive cela, et je me suis mis à écrire, franchement, en écrivant en prose. Je n'ai pas le... Oui, il n'a pas voulu versifier ou rentrer dans un cadre absolument pas. d'unité Je de ne temps, de lieu. Versifier, rien du tout. Je peux pas dire que ça m'embêtait beaucoup les tragédies qu'on apprenait dans le temps, mais j'étais comme les lycéens moyens. C'est pas amusant. J'avais pas une admiration particulière par c'est toi, chère Élise, que béni soit le ciel qui t'amène à mes yeux, etc. Ça ne me branchait pas particulièrement. Oui, je vous comprends. Bon. Et donc, et puis j'écrivais, je dis, mais enfin, pourquoi je ne suis pas content de ce que je suis en train d'écrire alors que le sujet me passionne. Et puis, je ne sais vraiment pas comment, et je vous le dis sans prétention, je ne sais pas comment les vers sont venus. Les vers sont venus. Oui, mais parce que probablement vous vous êtes dit, consciemment ou inconsciemment, en prose, ça ne donnera pas ce côté excessivement dramatique. Et c'est vrai. C'est certainement inconsciemment, et ça ne donnait pas parce que c'était du tragique, c'était très tragique. Et il n'y a que la poésie. Je dirais même mieux, je crois qu'il n'y a que l'alexandrin pour dire les choses pleinement. Je parle en français, je parle la langue française. Comme je le disais dans le portrait d'auteur, la poésie porte la langue et réciproquement. Et donc, il n'y avait que cela. Et quand les premiers vers sont venus, j'ai senti mon bonheur. Le fleuve commençait. Non, le fleuve. Ah bah si, parce qu'il faut... Le fleuve, par moment, le fleuve s'arrête, hein, parce que je ne suis pas encore... Quoique, qui sait. Hein, parce que qu'est-ce que vous allez nous concocter? On ne le sait pas, là, prochainement. Ah si, il y a quelque chose qui arrive. Vous l'avez annoncé dans le portrait d'auteur. Oui, encore un autre drame, encore une autre tragédie. Non, ça tourne autour de... Je disais que j'aime l'histoire et je cherche partout. Et je saute de coq à l'âne, mais je reviendrai tout à l'heure à votre question. Longtemps, j'ai cherché à savoir comment vivaient nos ancêtres. Et je cherchais comment ils vivaient. Bon, je ne parle pas de la grande histoire, mais comment ils vivaient, comment on vivait. On parle beaucoup de ce grand monsieur. Comment on vivait sous Saint-Augustin? Comment vivaient les gens? Comment vivait Saint-Augustin? La vie au quotidien, à l'époque de Saint-Augustin, tout simplement. Et vous venez de donner le titre d'un livre dans une collection qui s'appelait d'ailleurs La vie au quotidien sous. Oui, et chercher dans La vie au quotidien sous Saint-Augustin, eh bien j'ai lu ce livre, que je n'ai plus d'ailleurs, je ne sais pas ce que j'en ai fait, mais je n'ai rien trouvé de la vie au quotidien de ceux qui m'intéressaient, moi. Oui, parce que c'était plus la vie au quotidien, à l'époque des Romains, Rome, etc. Mais chez nous... Non, peut-être quelques familles de notables. De notables, mais la vie des paysans dans ce temps-là, il fallait de recherche. Rien du tout. Rien du tout. Et donc, c'est pour cette raison que j'écris en essayant
en essayant fidèlement de reproduire la vie à l'époque où se situent les événements que je rapporte. Parfait, nous attendons avec impatience. Il est l'heure de passer à la chronique Quoi neuf lecteur avec notre ami Riyad Aberkan. À vous, Riyad. Riyad Aberkan, bonsoir. Bonsoir Youssef. Alors, Bonsoir Monsieur Itouhia. Bonsoir Youssef. Non, Youssef, c'est lui. Bonsoir Riyad Aberkan. alors, Le Riyad. visiteur d'hier. Voilà. Oui, on s'est permis quand même de rentrer chez lui, de fouiller un petit peu. Ouais. Moi, on n'a pas tout montré. Mais à la prochaine fois, puisqu'il y aura une prochaine émission. Hein? Justement, il a gardé le meilleur, je pense, pour la fin. Ah, d'accord. Ah, bon. C'est la cerise Tu sur vois le gâteau. Youssef a gardé le meilleur pour la C'est fin. Youssef qui a gardé les meilleurs. Toujours la cerise sur le gâteau. c'est D'accord. toujours comme ça. Qu'est-ce que vous nous présentez, Riyad? Eh bien, un roman de Faisal Ouaret qui s'appelle Ocre, un amour d'Étienne Diné. Alors, qui est d'abord Faisal Ouaret, c'est un architecte algérien qui vit à Sétif. Il a à son actif 3 romans, 3 ouvrages, pardon, un recueil de textes qui s'appelle J'ai déserté mes sentiers de pierre, qui est paru aux éditions Balzac en 2001. Et puis, il y a un conte qui s'appelle L'Agra Boukrisha, paru aux éditions Balzac en 2000. Et puis, ce conte, Ocre, un amour d'Étienne Diné, paru aux éditions Balzac en 2003. Alors, Étienne Diné, on pense directement au peintre. Ce n'est pas une biographie du peintre, Étienne Diné, mais c'est un livre, un roman qui est un petit peu inspiré de sa vie, qui a été raconté par les gens qui l'entouraient. Alors, il y a plusieurs personnages dans ce livre, notamment Ledmia, qui est directrice du musée Étienne Diné à Bou Saada. Je rappelle que l'histoire se déroule à Bou Saada, entre 2 villes, Versailles et Bou Saada. Et là, on retrouve Faisal Ouaret, l'architecte, vu que pendant tout le roman, il décrit Bou Saada, il décrit toutes les villes, que ce soit Versailles ou Bou Saada, même Gherdaya, Larwat à un moment donné. Et puis, il y a ce personnage qui est Lucas, étrange, un personnage étrange. Il y a aussi Shelbia, qui est la grand-mère de Ledmia et qui a connu Étienne Diné, qui a vécu un moment avec lui, qui est l'amour d'Étienne Diné. Et puis, il y a, disons, un héritage que Étienne Diné avait laissé à Shelbia, que Shelbia essaye de transmettre à Ledmia à travers Lucas. Et tout le roman tourne autour de cet héritage. Qu'est-ce que Étienne Diné a laissé à Comme Ledmia? Voilà. Alors, on n'en dit pas plus. Voilà, hein, pour le surtout savoir, pas. il va falloir le lire. C'est un livre formidable, j'ai beaucoup aimé. En plus, j'ai pu découvrir Bou Saada grâce à ce livre, parce que je ne connaissais pas avant. Et Faisal Ouaret décrit très très bien cette ville. Et puis, on retrouve les traditions aussi algériennes. Il fait un voyage dans le temps aussi, parce qu'il y a des événements qui se déroulent pendant les années 90 en Algérie. Et donc, vous savez ce qui s'est passé pendant ces années-là. Et le musée Étienne Diné est en danger, il est menacé. Et aussi, il remonte dans le temps, où il repart jusqu'au temps où Étienne Diné vivait, était vivant, où il avait connu la grand-mère à Ledmia, qui est Shelbia. Donc, je vais vous laisser le soin de lire, parce que là, si je continue, je vais raconter carrément la fin. C'est un livre passionnant. Surtout On pas. est tout le temps pressé d'arriver à la fin de ce livre et Connaître de voir, le secret. voilà, c'est quoi cet héritage? Il avait quelques tableaux peut-être dans l'héritage. Non, ce on n'est peut pas- supposer. Ça c'est vraiment, ça c'est celui qui fait, celui qui connaît, celui qui Zahama connaît quelque chose. Qu'est-ce qu'il peut transmettre? C'est comme Picasso, il peut transmettre des tableaux. Eh bien non, ce Et donc, n'est pas un Étienne tableau. Diné- Voilà, c'est mais pas- ça c'est le piège. Voilà, Ça, c'est le ce piège. n'est pas en un réalité, tableau. c'est pas des tableaux. Voilà. Alors, ce n'est pas un tableau. Et puis, Mais il avait alors, il y a aussi- de magnifiques. il Il avait- fait revivre des tableaux de dîner, Oui. je dirais, par la lecture. C'est magnifique. Hein. Il fait comme si, effectivement, il avait vu réellement dîner. Il avait tout Et alors, il met le dîner à ses tableaux, à l'intérieur de avait ses tout- tableaux. C'est il très avait beau. Et puis il a aussi- retrouvé du courrier, des lettres de dîner aussi. Il avait aussi, et ces lettres en faisaient partie, une bibliothèque florissante. Tout à fait. Diné. Alors, nous arrivons au terme. Merci, Riyad Donc voilà, Aberkan. je rappelle, Ocre,
Très Un bien. amour d'Étienne Dinet, paru aux éditions Barzakh. Et c'est signé Faisal Ouaret. Ouaret. Merci, voilà, nous arrivons à la fin de Expression Livre. Belgassem Aïtou Yahya, merci infiniment. À la très Merci. prochaine fois, n'est-ce pas? Merci beaucoup. On va parler beaucoup de votre dernier roman, dont je rappelle le titre, La Phrasienne, paru aux éditions Casbah. Avant de nous quitter, bref rappel de l'ensemble de titres signés Belgassem Aïtou Yahya. Le premier, Pierre et Lumière, ce sont des nouvelles. Hein. Alors je dis tout de suite que tous les ouvrages de Belgassem Aïtou Yahya ont été édités par Casbah. Le second, Les Blés d'Or du Chélif. Eh bien, c'est une sorte de saga dans cette région-là. Hein. Très beau livre, très beau roman. Le troisième, eh bien, c'est La Fontaine des Bassins. C'est adaptation en kabyle des Fables de La Fontaine, de 50 Fables de La Fontaine, avec le troisième, eh bien, le quatrième ouvrage, c'est L'Allée du sang. Dans ces deux Ouvrage, langues. tragédie en 6 actes. Alors, une première édition totalement en français et une seconde qui est une traduction en kabyle. Vous allez nous donner le titre immédiatement en kabyle. Savret Idemmen. Eh oui, ça paraît si simple, évidemment, pour moi, avec mon accent pitoyable en kabyle. Et le dernier, je l'ai annoncé tout à l'heure, La Phrasienne. Tout cela paru chez Casbah Éditions, La Phrasienne. Vous pouvez très vite l'avoir dans les prochains jours, ou si ce n'est qu'il est peut-être déjà sur les étals des bonnes librairies. Belgassem Aïtou Yahya, merci infiniment. Monsieur Sayah, merci. Merci beaucoup. Merci. Excellente soirée sur Canal Algérie et à mardi prochain, même heure. Bonsoir à vous, bonsoir chez vous.